Bienvenue à cette conférence. Engagez votre transformation énergétique maintenant. Ce n'est pas une question, c'est une injonction. Et construisez un modèle gagnant. Alors, la performance énergétique apparaît comme un pilier indispensable au développement d'une industrie durable et compétitive. Réduire les émissions, bien sûr, mais pas que. Cette transition énergétique de l'industrie doit intégrer des éléments de flexibilité, des dynamiques d'effacement, des synergies ou des impacts du numérique, mais aussi des enjeux culturels et organisationnels. Industriels, exploitants, offreurs de solutions, prescripteurs ou énergéticiens, une approche transversale est indispensable pour conduire les projets, décarboner les usages, les procédés. Mais quelle approche privilégier et comment accélérer sa mutation vers une amplification massive de sa performance énergétique? C'est les questions auxquelles on va répondre lors de cette conférence. On accueille donc comme intervenant pour répondre à ces enjeux Sandra Melki, qui est donc Energy Transition and Sustainability, Strategy and Partnership chez Microsoft, qui nous expliquera un peu plus en détail ce qu'elle fait après. Jean-Paul Tissot, qui est manager maintenance chez Ugitech. Claire Chastrus, directrice générale de Carbon Loop, qui est une start-up qui nous expliquera elle aussi ce qu'elle fait. Et puis Pierre-Henri Grenier, qui est directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique, la BTE, sous l'égide de la BP Aura. Alors peut-être pour commencer très rapidement en une minute, Sandra, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites chez Microsoft? Et puis déjà ce sera pas mal, après on rentrera dans le vif du sujet. Oui, donc Sandra Melki, je suis effectivement en charge de l'énergie et la sustainability chez Microsoft France, ce qui veut dire que je travaille sur des projets de co-innovation avec nos clients, et la construction de tous les écosystèmes autour des sujets de développement durable. Merci beaucoup. Jean-Paul Tissot, manager maintenance. On peut se demander qu'est-ce que vous faites ici, puis que fait Ugitech pour le rappeler à nos spectateurs. Bonjour à tous. Jean-Paul Tissot, ça fait une trentaine d'années que j'évolue au sein de la maintenance d'Ugitech. Donc Ugitech, c'est le leader mondial de production d'acier inoxydable en produits longs. Il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, la direction a voulu prendre un virage de la transition énergétique, on va dire, et aujourd'hui, je suis très actif depuis ces dates sur le sujet. Donc on verra après sur pourquoi on est là. Ce qu'on a bien pu faire. On rentrera dans les enjeux et vous nous expliquerez un peu tout ça. Claire Chastrus, Carbon Loop. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Claire Chastrus, la directrice générale de Carbon Loop. Alors, Carbon Loop, évidemment, on n'est pas connu comme Ugitech ou Microsoft, puisque nous sommes une start-up qui a été lancée donc, fin 2021 et qui propose un service innovant pour les industriels qui souhaitent justement décarboner leurs procédés. Alors concrètement, comment il fonctionne ce service innovant, cette solution innovante? Nous proposons donc une solution qui combine à la fois production d'énergie renouvelable sur site directement et solution de séquestration du CO2 via un procédé de thermolyse de biomasse qui produit à la fois donc un gaz de synthèse et un biochar, ce qu'on appelle le biochar, qui est très peu connu en France, mais beaucoup plus dans d'autres pays. Et ce biochar a une particularité, c'est que c'est un support de culture qui permet d'améliorer les rendements, d'améliorer l'état des sols et qui séquestre durablement le CO2 des centaines d'années. Et ce qui permet donc de pouvoir proposer une solution non pas neutre en carbone, mais carbone négatif, donc qui permet d'accélérer donc justement la décarbonation de la consommation énergétique. Voilà, donc c'est l'objectif de Carbon Loop, c'est d'accélérer le développement de ces solutions et de la décarbonation des industriels. Voilà. Et donc Pierre-Henri Grenier. Bonjour à toutes et à tous. La transition énergétique, ça va coûter, disait le GIEC, entre 20 et 30 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Ce n'est pas l'argent public qui permettra d'y arriver, et c'est la mobilisation de l'épargne. Et mobiliser l'épargne, c'est le rôle des banques, de transmuter de l'épargne en crédit. Donc clairement, on a créé au sein de la Banque Populaire la Banque de transition énergétique pour collecter une épargne dédiée au financement des projets de transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous avez mangé ma question d'après.
Effectivement, le GIEC, dans son dernier rapport, fait un rapport du coût que pourrait être représenter l'action ambitieuse de la transition, notamment pour rester sous la barre des 2%. Et il indique également que la valeur économique qui serait créée par la transition serait supérieure au coût engendré. Du coup, ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce qu'on peut avoir une approche business de la transition énergétique ? Et est-ce que la transition environnementale est encore un problème de conscience pour les entreprises ? Alors, qui est-ce qui veut se lancer dans cette question ? Alors moi, je veux bien déjà apporter ma vision et celle de Carbon Loop. Et pour répondre à votre question, c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est ni une question de business, ni une question de conscience. Pour moi, c'est une nécessité. Le rapport du GIEC, en effet, l'a rappelé récemment. Il dit là, il faut agir maintenant. On n'a plus beaucoup de temps. Donc la question n'est pas, on n'est plus, je pense aujourd'hui, à se poser la question de est-ce qu'il faut agir, pas agir, combien ça a coûté, pas coûté. C'est il faut y aller. Et ce n'est pas une question de conscience ou de business, mais plutôt de vitesse, d'accélération. Alors bien sûr que ça nécessite de l'argent, on est d'accord là-dessus, mais on n'en est plus au stade de la conscience, quoi. C'est comment on fait concrètement là, maintenant, tout de suite, pour développer des solutions qui vont vraiment accélérer cette décarbonation nécessaire. Alors pour moi, la question était plus dans le sens, finalement, si aujourd'hui on se met à accélérer, parce qu'on voit quand même qu'il y a des vrais secteurs qui émergent, ce n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années, c'est parce que finalement, il y a un intérêt économique qui est apparu. Sandra Melki, peut-être, non ? Ou Pierre Margonnier ? Je pense qu'effectivement, la prise de conscience, elle est réelle au niveau de tous les secteurs, public, privé. Nous, Microsoft, on est très engagés en fait dans le secteur de l'énergie, mais également dans le développement durable, puisque on a affiché des ambitions d'être carbone négatif, positif en eau et zéro déchet horizon 2030. Et effectivement, on est là aussi pour supporter le développement et l'accélération de toutes les solutions digitales qui vont accélérer cette transition énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, le point, c'est vraiment les partenariats et tous les modèles de collaboration qu'on va pouvoir mettre en place, parce que il y a plein de bonnes idées qui émergent sur le marché. Je pense que tous les jours, il y a des nouvelles startups, il y a des nouvelles solutions. Le problème, c'est en fait l'accélération et c'est la mise à l'échelle. C'est vraiment là la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est que même s'il y a des bonnes idées, et comme le disait Claire, en fait, le sujet maintenant, c'est pas est-ce qu'il faut y aller, c'est surtout à quelle vitesse il faut y aller. Et je pense que le sujet est là. Et nous, Microsoft, notre support, c'est effectivement de monter des partenariats, donc que ce soit avec le secteur privé ou le secteur public ou encore des startups. On a aujourd'hui sur le stand deux startups, dont Cosmotech qui développe des jumeaux numériques et qui a développé des jumeaux numériques sur tout le réseau de transport de RTE, justement pour savoir quels étaient les niveaux d'investissement qui étaient nécessaires. Est-ce qu'il fallait repenser et investir en fait dans le développement du réseau, ou est-ce qu'il valait mieux faire de la maintenance prédictive. Effectivement, quand on sait qu'RTE est un énorme acteur en fait dans cette transition énergétique, le sujet il est vraiment comment on met en place tous ces modèles et toutes ces solutions numériques pour accélérer et donner en fait l'objet, notamment par exemple à des entreprises comme Carbon Loop, d'aller porter ces nouvelles innovations sur le marché et surtout accélérer le développement. Alors Pierre Margonnier, vous vouliez réagir tout à l'heure sur la question économique, mais ça m'intéresse aussi d'avoir votre point de vue sur les modèles de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous faire une réponse en deux ? Moi, je vais essayer, oui. Alors sur la première question, clairement, moi ce qu'on voit. Parce qu'une banque, c'est un bon observatoire du monde des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. On voit bien ce qui se passe. C'est plus une option. La transition énergétique n'est plus une option. Pour les entreprises, c'est beaucoup d'enjeux de compétitivité. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup de sous-traitants aujourd'hui à qui les grands donneurs d'ordre demandent systématiquement une politique bas carbone, une politique de réduction du co-carbone de leurs prestations, de leurs services. Des collectivités locales qui demandent maintenant systématiquement une empreinte carbone pour avoir des marchés. Donc l'entreprise qui ne passe pas à la transition énergétique,
elle a une question de survie et de perte de compétitivité. En revanche, en l'inverse, pour celles qui ont accéléré la démarche, c'est des opportunités. Et puis ensuite, après, on est une entreprise, elle est rattrapée aussi par les questions de rentabilité. Très clairement, le coût de l'énergie qu'on voit depuis septembre et qui est inexorable, ça impose à la fois de consommer moins, et puis, le cas échéant, si c'est possible, de produire sa propre énergie. Mais c'est même plus une question de choix. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une question, c'est plus une option. Et puis ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises ne peuvent pas travailler seules sur cette question. De moins en moins. Moi, je vois les patrons de PME, ils sont démunis. Ils ne savent pas par quoi. Il y a des aides, mais elles sont d'une complexité administrative absolument désolante. Et les solutions, elles sont quand même différentes pour chaque entreprise. Donc il y a un besoin d'adaptation, il faut trouver des bons partenaires, il faut trouver la solution adaptée à chaque entreprise, il faut trouver le prestataire qui conviendra, qui aura la réponse la plus adaptée. Et à titre d'exemple, au niveau de la banque de transition énergétique, nous on n'est pas que des financeurs. On a créé au niveau de la banque tout un écosystème de partenaires qui vont apporter des solutions opérationnelles, parce que nous, on est des banquiers, on sait faire que du financement, mais on ne sait pas faire une installation photovoltaïque, on ne sait pas faire de la décarbonation, donc on a tout un réseau de partenaires qui vont apporter des solutions opérationnelles, qui vont aider à percevoir toutes ces aides hyper complexes existantes, mais généreuses en demeurant. Et puis nous, on fait le financement derrière. Mais c'est avec cette proactivité que je pense qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Jean-Paul Tissot, cette question de la survie telle que l'a indiqué Pierre-Henri Grenier, et puis on sent aussi cette question d'aller vite, etc. Ça, vous le ressentez chez Ugitech. C'est ce qui vous a motivé à avancer sur des projets? Donc oui, quand on a créé mon poste, c'était à l'envolée des prix de l'énergie en 2007-2008. Et derrière, c'est un petit peu comme tout se passe un peu dans le monde, et on a une crise. On a eu la grosse crise derrière, et entre guillemets, on a redémarré, c'était la survie. L'énergie, excusez-moi, mais on n'en avait pas grand-chose à faire. Il fallait qu'on redémarre, il fallait qu'on produise, et on ne pouvait pas. Et des crises comme ça, malheureusement, on en a plein. On en a plein tout le temps. Là, on a la crise de la guerre. Nous, à Ugitech, on a une crise horrible depuis le début de l'année. Il faut vraiment qu'on redémarre, quoi. Donc, si on n'avait pas, si la vie d'une entreprise c'était un long fleuve tranquille, oui, on pourrait accélérer, on pourrait faire plein de choses, mais on a aussi ces parties qui nous bloquent. Donc, j'ai bien noté que le partenariat c'était une chose importante. On en reparlera après. J'ai des beaux exemples, mais j'avais un peu noté ça dans les freins. Les crises qu'on est obligé d'essuyer tout au long de notre vie, elles sont très très compliquées à surmonter. Et la première chose qu'on met de côté, c'est l'énergie. On ne met pas de côté l'environnement, mais on met de côté l'énergie. Claire, quand vous arrivez quand aujourd'hui vous vendez votre solution, que vous arrivez dans une entreprise, une industrie pour proposer votre solution Carbon Loop, par quel bout vous le prenez? Comment est-ce que vous arrivez à faire finalement à convaincre et que finalement c'est la bonne solution de passer par vous, une start-up, alors que souvent c'est des industriels qui sont en face, qu'il y a quand même des enjeux d'investissement qui sont importants, etc. Comment est-ce que vous arrivez à faire comprendre que finalement le projet il ne peut se monter qu'ensemble et que vous avez du coup aussi toute une partie d'ingénierie de projet à apporter, etc., et pas simplement une solution technologique. Comment est-ce que vous gérez un peu ça et comment est-ce que ça se passe finalement et quel déco vous avez en face? Alors, c'est une très bonne question. Justement, quand on se lance, on se lance en 2021 et que nous ciblons, par exemple chez Carbon Loop, typiquement, nos cibles, ce sont des industries de l'agroalimentaire ou de l'équipement ou de la production d'acier, par exemple, c'est-à-dire des industries qui consomment de l'énergie. Alors, énergie pour nous, c'est électricité, chaleur ou hydrogène, puisque nous proposons les deux énergies, donc qui ont besoin de ces énergies pour leur process. Et donc, ce sont souvent des gros consommateurs, ce sont souvent des grosses entreprises ou des ETI en tout cas. Et donc, évidemment, nous, on arrive, personne ne nous connaît, on a été créé il y a 6 mois, c'est compliqué, bien évidemment. Donc, comment on s'y prend déjà, on va vraiment étudier au cas par cas chacune des situations.
et on va regarder très vite si ça match ou si ça ne matche pas. Si ça ne matche pas, on arrête. On n'a pas de temps à perdre et l'industriel non plus, il n'en a pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre stratégie est de développer un premier projet. Donc, notre premier projet va sortir de terre, on va dire, au premier trimestre 2023, qui va être notre démonstrateur pour pouvoir convaincre. C'est-à-dire, en fait, la première unité d'une start-up, c'est sa crédibilité. Elle n'est pas connue, on ne sait pas si ça marche. Elle sort de nulle part, on ne s'appelle pas NJ ou Dalkia, donc forcément il va falloir faire nos preuves. Donc notre stratégie c'est de dire voilà, on monte notre premier projet qui va sortir et on va montrer par l'exemple que ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on explique nous quand on va voir typiquement des Ugitech ou autres, ou des Nestlé ou d'autres. Et on va dire voilà, notre premier projet il est en cours, il sortira à peu près, voilà, il faut 1 an pour le monter. Vous pourrez voir de visu que ça fonctionne. Et voilà, on est sûrement sur un exemple de la preuve. Je dirais la troisième problématique, c'est le financement. Donc pour nous, ce premier projet, on le monte avec nos capitaux directement, on le finance. En revanche, les suivants, on ne pourra pas les financer parce que évidemment, c'est capitalistique. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des financements externes, publics, privés. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, sur le financement public, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, il y a énormément de soutien, sauf que c'est d'une complexité sans nom. Franchement, il faut être assez doué pour cibler. Et c'est encore plus complexe quand vous proposez une solution innovante telle que la nôtre. C'est-à-dire que nous, on est à cheval entre l'énergie zéro émission, la séquestration de carbone. Alors là, tout le monde est paumé, on ne sait plus où nous mettre. On fait de la biomasse, donc on pourrait dire il y a de la chaleur. Ah mais non, le fond chaleur, c'est pas possible parce que le fond chaleur, c'est pour faire que de la chaleur. Donc en fait, on ne sait pas où nous mettre, quoi. Donc voilà, donc on a cette problématique-là. Et donc pour nous, on va revenir sur cette thématique, il est nécessaire de travailler en partenariat avec des banques, avec des grands groupes, avec des industriels qui vont vraiment intégrer que c'est une innovation, c'en est une, il est formidable d'ailleurs, et qui va donc falloir se mettre tout sur une table pour développer. Et ensuite, une fois que on aura compris comment ça fonctionne, ok, c'est bon, on a entendu, les freins on les lève, le financement on peut vous l'apporter. Donc voilà, l'enjeu il est là pour nous, donc c'est de pouvoir faire notre preuve sur un premier modèle, un premier projet, de convaincre par la preuve, encore une fois, et nous c'est vraiment ce qu'on veut dire, nous on ne veut pas décarboner par le rêve, on veut décarboner par la preuve, et c'est ce qu'on veut déployer là dans les prochains mois. Sandra, vous vouliez réagir ? Oui, merci de votre témoignage, Claire. Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, on a vu que la transition énergétique pouvait être un frein, mais on voit aussi que c'est une énorme opportunité, de nouvelles innovations. Je voudrais présenter deux exemples, en fait, 2 entreprises que nous accompagnons qui ont vraiment complètement shifté de business model. Ørsted, qui était une entreprise de production d'énergie fossile, qui est devenue 100% renouvelable, et donc on les a accompagnés aussi dans cette transformation, et maintenant qui est 100% sur du renouvelable à travers les éoliennes. Ou un deuxième business model qui est nouveau aussi, qui a été lancé par Aker Carbon Capture, qui a lancé le Carbon Capture as a Service, et donc en fait qui aujourd'hui vend le Carbon Capture à la tonne, et donc est rentré dans un modèle d'OPEX et pas dans un modèle de CAPEX. Et donc effectivement, avec les solutions digitales qu'on leur propose, ça a permis d'accélérer. Donc je trouve que c'est aussi important de souligner que cette transition énergétique, elle permet aussi d'envisager des nouveaux modèles qu'on n'avait même pas imaginés à l'époque. Carbon Capture as a Service, je pense que c'est vraiment très innovant sur le marché, ou encore d'avoir des entreprises qui sont en train de repenser complètement leur positionnement, leur modèle opératoire, leur modèle de vente, et je trouve que c'est quand même une fantastique opportunité. Et effectivement, les modèles de collaboration et de partenariat, je pense qu'on va en parler, mais ça a été vraiment clé dans ces nouvelles sources d'innovation. Alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur les CAPEX et les OPEX, parce que dans la préparation, on en a parlé avec Pierre-Henri Voignier, donc on y reviendra tout à l'heure, parce que ça fait vraiment partie des gros changements d'un point de vue financier. Mais pour revenir sur les modèles de collaboration, parce qu'effectivement, c'est ça, en fait, l'objectif de cette conférence, c'est de mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment ils se mettent en place.
Pour une entreprise ou une ETI comme Ugitech, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous retravaillez? C'est quand même une entreprise qui a une centaine d'années, industrielle, au départ patrimoniale, etc. Comment est-ce que tout d'un coup, on arrive à changer sa manière de travailler et à se mettre à travailler en collaboration avec son écosystème, avec des startups, etc. Donc oui, 120 ans. Donc vous avez bien compris que nos outils ne sont pas prévus pour faire autre chose que produire. Et par contre, on a quand même réussi à faire quelques projets, et on en a encore d'autres. Je vais vous en citer 3. Le plus gros projet qu'on ait fait, c'est une récupération de chaleur pour alimenter le réseau de chaleur de la ville d'Ugine. Donc le modèle il est simple. J'ai commencé en 2014. Donc pourquoi ça a été long? C'est simple. C'est le financement. Donc le financement a été compliqué à trouver. Et avec la mairie d'Ugine, on a trouvé la solution. Donc un partenariat total. On donne notre chaleur fatale à la ville. Elle le transforme en énergie et alimente son réseau de chaleur. Voilà, le modèle il est vu d'aujourd'hui super simple. Mais en 2014, j'avais pas du tout ça en tête. Donc voilà, des choses qui évoluent et des mentalités qui évoluent, des mairies qui se bougent aussi. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui s'en occupe des deux côtés, on arrive à faire quelque chose. Et je pense que le modèle il est compliqué à trouver. C'est un industriel qui a envie, et alors que ce soit une mairie ou une autre entreprise ou autre, quelqu'un d'autre qui a aussi une envie de partager. Donc oui, on en a parlé, le partenariat pour moi, c'est il faut qu'on ait un financement, il faut qu'on ait un constructeur et puis un industriel qui a envie d'aller plus loin. Donc là, on a un gros projet aussi en cours d'électrification d'un de nos fours gaz naturel, et en plus, là, c'est avec la guerre d'Ukraine, c'est encore plus à propos. Et c'est pareil, un partenariat très fort avec John Cockerill et Energy Pool. Donc je fais de la pub en même temps, c'est bon. On voit, c'est bien. Et là-dessus, on travaille ensemble depuis le début. Le financement il sera partagé. Voilà. Là, il faut qu'on monte un petit peu notre modèle. Et puis, c'est un peu dans l'air du temps. Donc, on est aussi dans l'hydrogène. Et là, un beau projet de démonstrateur qui est en cours, donc on devrait être livré en 2024 avec le CEA et la nouvelle start-up Genvia. Enfin, start-up, c'est pas tout à fait ça, mais la nouvelle entreprise Genvia. Et pourquoi une production chez Ugitech? C'est pour réaliser un modèle avec de la haute température, donc issue de chaleur fatale. Et là, ça devient intéressant de faire ça chez Ugitech. L'électricité, ce sera de l'électricité nucléaire, mais on améliore le rendement, on double le rendement, on passe d'à peu près 50% à 90% avec la chaleur fatale. Donc voilà, des beaux projets qui sont en perspective, dont un qui est réalisé et j'en suis fier, et les autres qui vont l'électrification l'année prochaine, et puis 2024 pour le début de l'hydrogène chez nous. Claire ? Un petit complément justement là pour répondre à cette question de quel modèle, quelle organisation, quelle collaboration. Pour moi, je pense qu'il y a deux façons de faire. Alors la première, puisque vous demandiez un exemple concret dans les questions, j'en ai un, c'est celui d'une petite boîte qui s'appelle Microsoft, par exemple. Et donc je voudrais citer un exemple concret de Microsoft qui a publié en 2021 un super rapport sur le carbon removal. Et je ne sais pas si vous connaissez ce rapport, c'est un exemple de pédagogie de transparence. Donc c'est comment Microsoft veut atteindre donc non pas la neutralité carbone mais le carbone négatif. Et pour cela a écrit un livre blanc qui est accessible à tous. Donc vous tapez Microsoft Carbon Removal 2021 et vous allez avoir accès à toutes les solutions de séquestration durable du CO2 analysées par Microsoft avec les avantages, les inconvénients, etc., etc. Et le parti pris de Microsoft, c'est de dire, aujourd'hui, sur la séquestration carbone, il y a très peu de solutions, finalement, ou alors elles ne sont pas matures, ou alors elles sont complexes, etc. Et le rôle d'organisations comme Microsoft, ils se citent, mais disent, ça pourrait aussi être pris par d'autres, c'est, eux, ils ont les capacités financières de financer ces solutions ou d'y participer.
Et donc, leur témoignage, c'est de dire, voilà, nous, notre rôle, aujourd'hui, on dit, on va aider à développer ces solutions parce qu'elles ne sont pas à l'échelle aujourd'hui, donc elles coûtent cher. On va investir et permettre ainsi ensuite aux autres d'y avoir accès parce qu'on fera baisser les coûts. Donc ça, c'est déjà un premier modèle, je trouve, de collaboration, c'est de dire, voilà, on a cette capacité à le faire, on le fait, ça nous coûte cher, et ensuite, quelque part, on pourra le rendre plus accessible aux autres. Et c'est le cas donc justement pour le biochar. Donc, Microsoft investit massivement dans le biochar, c'est-à-dire qu'ils achètent des crédits carbone pour développer les projets biochar parce qu'il y en a très très peu et que ça coûte assez cher. On peut peut-être rappeler ce que c'est que le biochar. Alors le biochar, qu'est-ce que le biochar? Le biochar, c'est le coproduit de la pyrolyse de la biomasse. Donc en gros, quand vous pyrolysez entre guillemets de la biomasse, c'est-à-dire c'est sans oxygène, donc il n'y a pas de combustion. Donc il n'y a pas de cendre, il y a un résidu qui est ce qu'on appelle du biochar. Donc ça ressemble à des petites paillettes de charbon et qui est en fait la biomasse qui devient en gros cuite. Et ce biochar, il a une particularité, donc il est chauffé donc à 500 degrés, enfin la biomasse est chauffée à 500 degrés, et elle va donc séquestrer le carbone contenu dans la biomasse, donc qui a été absorbé par la biomasse pendant sa croissance. Et c'est un produit qui est extrêmement stable. Donc il ne va pas relâcher le carbone justement. Et si vous les mettez dans le sol, par exemple, ce biochar il permet d'amender les sols, d'améliorer donc l'état des terres, de retenir l'eau, les fertilisants, etc. Et donc il est considéré par le GIEC comme ce qu'on appelle une negative emission technology et permet de séquestrer donc pendant des centaines d'années le carbone. Et ça, Microsoft l'a bien compris, l'a bien analysé. Et donc investi justement sur ce biochar pour pouvoir séquestrer durablement. Durablement, on ne parle pas de quelques années, on parle bien de centaines d'années. Donc ça, c'est pour moi déjà une première réponse à l'organisation, c'est-à-dire dire, je suis Microsoft, j'ai les capacités, j'ai développé, j'ai la capacité à donner de l'information, à faire de la pédagogie et à poser un cadre. Et de dire ça c'est bien, ça c'est peut-être un peu moins bien, mais ça sera mieux si on investit ou ça sera moins cher si on investit. Premier point. Le deuxième, qui est ce qu'on disait justement par rapport à l'exemple du GITEC, c'est de dire nous on avait un besoin, mais on n'avait pas la solution. Et ça je pense que c'est un vrai besoin, c'est comment les startups, les grands industriels, toutes les solutions possibles et les financeurs se mettent autour d'une table et travaillent à livre ouvert. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, mon besoin, c'est, voilà, je veux décarboner, je vais avoir de la chaleur, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment le financer. Et puis, il va y avoir derrière un réseau de chaleur ou une collectivité qui dit, ah, attends, ça tombe bien parce que moi, j'ai besoin de chaleur pour mon réseau de chaleur. Et donc, la question, c'est plutôt comment on fait pour, justement, mettre ces acteurs autour de la table et travailler complètement à livre ouvert. Chacun exprime son besoin et ses possibilités. Dire, ah, moi, ta chaleur, je peux la récupérer, ou moi, ton biochar, typiquement, dans notre modèle New Carbon Loop, on veut valoriser donc l'énergie donc sur le site de l'industriel, mais surtout, c'est qu'on veut valoriser le biochar aux alentours. C'est-à-dire de éviter d'émettre du CO2 en le transportant à l'autre bout de la France ou de l'Europe. Donc pour ça, on a besoin de créer un écosystème local et de dire, voilà, nous on va avoir un site de production d'énergie à cet endroit-là qui va produire du biochar. Ce biochar, on va le sortir de la chaîne de valeur et on va vouloir l'amener dans les terres. Comment on fait pour réunir ces acteurs-là? Qui le fait? Comment on s'organise? C'est tout, voilà, pour moi, c'est tout l'enjeu. Et alors, je suis très contente d'apprendre que justement, ça fait partie des solutions que vous proposez, de dire comment on réunit, et nous, on veut quelque part être un catalyseur de solutions. Je pense que c'est ça qu'il faut développer, c'est des catalyseurs de solutions. C'est à Pierre-Henri Grenier justement que je voulais donner la parole, parce que donc on voit que finalement le local aujourd'hui ça fait partie de ces réponses dans l'énergie. On voit des centaines de projets qui se montent au niveau local et c'est probablement une des réponses. On n'est plus sur un modèle centralisé tel qu'on pouvait l'avoir planifié, tel qu'on pouvait l'avoir il y a encore pas si longtemps. En France, c'est une vraie révolution parce qu'on a toujours fonctionné sur un modèle relativement centralisé, voire très centralisé. Pierre-Henri Grenier, comment est-ce que vous approchez cette notion du local? Alors, juste avant, un petit mot sur le biochar et sur Microsoft. Donc, vous n'êtes pas chez Microsoft et vous ne vendez pas de biochar à Microsoft. C'était totalement désintéressé. Oui, alors exactement. Alors là, c'était vraiment juste une information. En effet, je ne vends pas encore de crédit carbone à Microsoft, peut-être l'année prochaine. Mais c'était juste vraiment pour donner cet exemple. Et c'était pas prévu parce que Microsoft est là que je parle de Microsoft. C'est pas pour faire la réclame de Microsoft, mais c'est pour vraiment expliquer l'exemple de Microsoft dans cette démarche qui, pour moi, voilà, est un exemple de collaboration, de coopération et de faire avancer, on va dire, la transition énergétique. Pierre-Henri Grenier, du coup, sur la question d'avant. Sur cette question de réseau, je pense qu'il
il faut connaître les entreprises. Il faut connaître les atouts, les besoins, l'offre et la demande des différentes entreprises. Clairement, donc, il faut avoir un réseau, avoir des grandes oreilles, connaître ces entreprises locales. Bon, une banque régionale, elle les connaît. Quand on est la banque des PME, on connaît tout ça. Et on a cette capacité de mise en relation. Et puis, il y a aussi des acteurs très importants qu'il ne faut pas oublier, c'est les pôles de compétitivité, qui sont localement, on a la chance d'avoir des très beaux pôles de compétitivité en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit Tenerdis, Ménalogique, que ce soit Accélera, que ce soit Cara, qui eux-mêmes font aussi un gros travail de mise en relation. Et puis c'est vrai que le rôle du banquier il est un peu particulier parce que quel que soit le projet, se posera la question du financement à un moment donné. Donc c'est vrai que nous on est au cœur tout d'un écosystème. Donc de facto on est concerné par les projets parce que à un moment donné le plus beau projet technologique ou commercial, le plus beau projet de transition énergétique, il va se confronter à la question de son financement. Et donc c'est comme ça qu'on est au courant un peu de ce qui se passe. Alors ça peut être des propositions très simples. Moi je vois énormément d'entreprises qui aujourd'hui veulent faire de l'autoconsommation parce qu'ils veulent s'affranchir de la volatilité des prix de l'énergie. Là c'est de la mise en relation simple. On met en relation avec des installateurs qu'on aura sélectionnés, qualifiés, dont on sait qu'ils savent faire le boulot. Voilà, ça c'est vraiment du tout simple. Et puis après, il y a des projets beaucoup plus ambitieux qui vont réunir plusieurs acteurs. Et puis on va réfléchir au financement. Ça va être du tiers financement, ça va être on y reviendra sur comment on transforme du capex en opex, des choses comme ça, et qui effectivement mettent en jeu très souvent plusieurs entreprises, très souvent aussi la région ou l'ADEME ou des pouvoirs publics et puis forcément une banque aussi. Voilà. Donc c'est vraiment cette capacité de créer un écosystème l'un des atouts qui nous reste en tant que banque, c'est que très souvent un dirigeant de PME il nous fait confiance. Quand on lui dit vous savez, nous on a sélectionné une liste de partenaires, vous pouvez aller les voir de notre part. Et même très souvent, ils se demandent, voilà, donc ils se demandent pourquoi une banque s'intéresse à ces sujets-là, mais on est un des maillons de cet écosystème. Ça, c'est la dimension analogique de la collaboration. On va parler peut-être de la dimension numérique, du coup. Oui, je pense qu'il y a un point important, un modèle de collaboration. Nous, Microsoft France, vous voyez, on a lancé un incubateur de start-up avec Station F, où on a justement sélectionné une dizaine de start-up cette année pour voir comment on pouvait les aider à accélérer dans ces innovations. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme le disait Claire. Merci Claire, mais effectivement, on ne se connaissait pas avant, donc voilà. Mais qui est aussi comment le secteur privé et les grands groupes peuvent aussi aider dans le cofinancement. Donc il y a les banques, vous l'avez précisé, Monsieur Grenier, mais il y a aussi le secteur privé qui, avec notre force financière peut aussi aider dans cette co-innovation et le co-développement pour accélérer. Un deuxième élément qu'on voit beaucoup également, c'est des modèles de coopétition. À titre d'exemple, Northern Light, en fait, qui est une collaboration entre le gouvernement norvégien plus les entreprises pétrolières, donc Shell, Equinor et Total, qui développent des solutions de carbone capture et d'utilisation et de stockage en fait du carbone. Où on n'aurait jamais pensé que des pétroliers puissent se mettre ensemble, mais on voit bien qu'effectivement l'innovation, on a besoin des bonnes idées de tous. Microsoft, on est également en fait partenaire en fait de cette collaboration autour de Northern Light parce qu'on a besoin d'accélérer justement sur le stockage, la capture et le stockage du carbone. Donc on a vraiment, y compris dans les modèles de collaboration, des choses très innovantes auxquelles on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je renouvelle vraiment. Je pense que cette ère qu'on a aujourd'hui de transition énergétique est aussi une ère juste fantastique de développement, de nouveaux business models, de nouvelles innovations, de nouveaux types de collaboration, de nouvelles approches. Et je pense qu'on a tous un rôle à y jouer, et nous encore plus géants du numérique.
Quels sont les freins qu'on rencontre aujourd'hui quand on veut mettre en place ce type de projet? Donc, on a bien compris qu'il y avait quand même une grosse dimension de financement là-dedans. Est-ce que c'est le seul, Jean-Paul Tissot? Est-ce que c'est qu'un problème d'argent? Alors de financement, mais c'est aussi une question sur le prix en fait de l'énergie. Oui, il y a le prix de l'énergie, mais le financement, un projet qui touche l'énergie, c'est pas un projet industriel. Nous, au-dessus de 4 ans de rentabilité, c'est plus un projet industriel. Donc du coup, on est obligé d'aller chercher des tiers financeurs, des aides avec l'Uniden, vous en parliez, ou autre. On est obligé d'avoir des partenaires, autrement on ne peut pas avancer sur le sujet. Je reviens sur mon projet de récupération de chaleur. Quand on a commencé, tout le monde était pour, le groupe a poussé, etc., mais ils m'ont jamais donné d'investissement. Voilà, donc il a fallu que je me débrouille pour en trouver ailleurs. Et je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un petit peu moins développé, les partenariats, l'engouement des banques, etc. Ça commençait, mais pas en croissait. Donc, quand même, l'aspect financier, il est quand même, il prédomine quand même, mais juste derrière, c'est le partenariat. Et il faut aussi que l'industriel, il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt, il faut y aller. C'est peut-être le moment justement de parler des nouveaux modèles aussi de financement, CAPEX, OPEX. Pierre-Henri Grenier, comment est-ce que vous êtes forcé aujourd'hui d'adapter, d'être flexible pour pouvoir répondre à ces nouveaux modèles d'organisation? Aussi, je voudrais répondre à les freins que vous évoquiez sur les collaborations. Dans les freins, moi ce que je vois, c'est le partage de la valeur aussi beaucoup. C'est certain qu'il faut déjà qu'il y ait une création de valeur au niveau du projet, mais après, il faut être très clair sur l'intérêt individuel de chacun des acteurs. Et donc, ça demande aussi pour chacun des acteurs de savoir partager la valeur et les risques. Et ça, c'est des modifications de comportement qui sont nécessaires et qui ne sont pas toujours naturelles. Et souvent, moi, je vois des projets qui capotent parce qu'effectivement, le partage de la création de valeur et des risques ne sont pas correctement équilibrés entre différents acteurs. Donc ça c'est vraiment un élément essentiel. Et puis après, il y a cette question de financement. Oui, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a deux choses. Sur le fond, je pense qu'on a entré dans une ère, on a changé un peu la question de l'usage. Il fut un moment où pour bénéficier d'un bien ou de l'usage d'un bien, il fallait en être propriétaire. Donc on était dans un modèle classique, on achetait le bien pour en avoir l'usage et on empruntait pour être propriétaire du bien. Donc ça c'était vraiment le modèle traditionnel. De plus en plus, on voit que l'usage d'un bien ne suppose pas nécessairement qu'on en soit propriétaire. On le voit dans énormément de secteurs d'activité. Prenez rien que les voitures. Maintenant, il y a beaucoup de locations longue durée avec des services associés et on n'est pas propriétaire. Et ce changement de comportement ou de modèle, il est en train de s'élargir à tous les pans de l'économie. Donc, ça veut dire que maintenant, pour avoir l'usage d'une prestation, on n'est pas forcément propriétaire de l'actif. Ça, c'est vraiment une modification radicale. Et puis, on a, à côté de ça, des entreprises qui ne veulent plus nécessairement être propriétaires de l'actif. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles sont endettées. Après la crise Covid, il y a eu effectivement un surendettement des entreprises, certes avec des PGE, mais il y a des niveaux d'endettement élevés. Et beaucoup d'entreprises me disent on a une capacité d'endettement qui est réduite, et ce qu'on voudrait, en revanche, on a une bonne rentabilité, donc transformez-nous les CAPEX en OPEX. Trouvez un tiers qui va porter l'investissement, et vous allez nous louer la prestation pour la chaleur, l'électricité, pour que nous, ça soit un OPEX, et avec des services associés. Ça sera la maintenance, le renouvellement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement. Et donc nous, en tant que banquier, il faut qu'on apprenne aussi, qu'on change notre façon de raisonner. Parce que, de toute façon, d'une part, il faut qu'on comprenne. Il y a un incontournable dans le métier de banquier, quand on ne comprend pas, on ne prête pas. Donc il faut inverser la proposition, apprendre pour arriver à prêter. Et puis de comprendre que ce n'est pas l'actif lui-même qui va porter avec des garanties, quoi que ce soit, la sécurisation du prêt, mais c'est cette capacité
au client final de pouvoir acheter une prestation qui permettra au détenteur de l'actif, effectivement, de rembourser sa dette. Ouais, Claire, justement, oui. Justement, alors c'est super la transition parce que c'est exactement le modèle que propose Carbon Loop. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on a donc des difficultés, c'est qu'on est pile dans ce modèle. C'est-à-dire que nous, on va financer l'actif pour le compte de l'industriel. Et l'industriel, il n'a pas de CAPEX. Il ne porte pas le CAPEX, donc c'est Carbon Loop qui le porte et qui va mettre à disposition l'équipement. Et alors on sort aussi de la logique du mégawattheure, de l'euro par mégawattheure. Nous, on ne facture pas de l'euro par mégawattheure, on loue un équipement. Donc on porte le CAPEX et l'industriel, le client final, lui, quelque part, c'est un système de location. Alors la contrepartie de ça, c'est qu'il faut que l'industriel s'engage quand même sur une longue durée. C'est-à-dire qu'on ne loue pas le truc pendant 6 mois. Hein. Enfin, c'est un peu plus gros qu'une petite voiture. Ça coûte un peu plus cher aussi. Donc évidemment, je dirais le corollaire, c'est que pour que les banques, je pense, justement financent, puisqu'il faut qu'elles n'aiment pas le risque, quand elles ne connaissent pas, qu'elles ne comprennent pas, elles ne veulent pas, il faut qu'il y ait un engagement, un off-take de longue durée. Donc ça, c'est très important. Et c'est là qu'on attend, pour moi, le rôle, justement, des grands industriels, des grands groupes, c'est l'engagement sur la durée. Mais on est pile dans ce modèle-là, c'est-à-dire nous, on vend de l'usage et non pas du CAPEX. Et pour les raisons, donc en effet, parce que les industriels ne veulent plus porter les CAPEX, mais aussi parce que c'est complexe, parce qu'elles n'ont pas envie, elles ne veulent pas s'endetter ou elles sont déjà trop endettées. Voilà, on est pile dans ce modèle-là et donc il y a évidemment un besoin d'engagement de long terme. Alors juste avant de donner la parole à Sandra, il y a aussi une autre chose qu'il faut comprendre dans votre modèle, c'est que à la base, il y a un fonds d'investissement qui vous soutient. Peut-être qu'on peut en parler pour pouvoir comprendre aussi comment est-ce que finalement des projets émergent aujourd'hui. Alors oui, nous on a été lancé par une société d'investissement en 2021 qui va financer notre premier projet dont j'ai parlé. Et là aussi, c'est pour moi très important de mettre le doigt là-dessus, c'est-à-dire finalement, il faut qu'il y ait des sociétés qui prennent le risque au tout début de porter cet investissement parce que personne ne nous soutiendra au démarrage, personne. Trop risqué, ni pour les banques, pour les industriels. Et donc quelque part, voilà, ça repose la question de comment on fait pour amorcer ce type de modèle, sachant qu'évidemment c'est ultra risqué au départ. Évidemment, c'est un pari, c'est un pari, on se lance. Donc la question, elle est là aussi, c'est comment on fait pour qu'il y ait des acteurs qui disent ok, je prends le pari, je mets l'argent sur la table, je finance les 2-3 premières années pour que ça fonctionne, et après les autres prendront le relais. Et là aussi, je fais un peu un appel, c'est qui peut se mobiliser finalement pour financer ce risque, quoi. Là, je parle pour Carbon Loop, j'ai pas besoin parce que moi justement, nous on a été financé au départ, mais je parle surtout au nom des autres startups qui sont dans ces difficultés-là, quoi. Sandra, je vous voyais opiner tout à l'heure. Oui. D'abord, on voit aussi quand même beaucoup de startups qui sont adossées à des grands groupes, parce que effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur le modèle de financement, c'est des modèles un peu innovants de startups qui vont quand même bénéficier en fait de la structure financière de grands groupes, ce qui va leur permettre un peu au moins au démarrage d'avoir ce support. Et un point très important que vous souleviez et sur lequel je voulais revenir, c'est qu'effectivement, on voit de plus en plus aussi des modèles de financement qui sont effectivement des modèles d'OPEX, où en fait les actifs vont être sortis des bilans des entreprises et où les startups vont se financer en fait sur les économies qui seront faites. Et ça, c'est aussi un modèle qui est un peu différent. Vous parliez tout à l'heure, Pierre-Henri, effectivement, de partage des risques et de partage de la valeur. Ce type de modèle économique va justement dans cette optique de partager les risques et de partager la valeur, puisque globalement, c'est parce que l'entreprise a un engagement sur le long terme, parce que les actifs sont sortis du bilan, donc elle y voit un intérêt. Et effectivement, pour la start-up, ça lui permet d'avoir quand même de la visibilité à long terme et de se rémunérer en fait sur des économies qui sont faites. Il n'empêche qu'effectivement, il y a un risque parce qu'il faut que les économies soient réalisées, mais on voit que dans ce modèle de partage de valeur et partage de risque, ces modèles de collaboration aussi répondent à ces enjeux. Merci beaucoup. Du coup, en 45 minutes, c'est hyper court. On arrive déjà à la fin de la conférence, à de la table ronde. Je voudrais quand même vous laisser l'occasion de poser une ou deux questions s'il y en a dans la salle. N'hésitez pas à lever la main et je viens tout de suite pour vous passer le micro. Pas de questions? Ah, une question. J'arrive.
bonjour. Je suis Damien Balade, je suis associé cofondateur d'un cabinet de conseil. Nous, on traite de la transformation digitale des entreprises, donc c'est pas tout à fait le sujet, mais néanmoins, la transition énergétique, ça joue un rôle de plus en plus important. Je me demandais, en fait, pour moi, vous êtes des pionniers, malgré l'urgence. Vous faites quand même partie des premiers à avoir lancé un certain nombre d'actions dans la transformation énergétique. Quand vous rencontrez des directeurs généraux, des responsables d'entreprise, est-ce qu'il ne manque pas des compétences, est-ce qu'il ne manque pas certains rôles dans les entreprises pour pouvoir accueillir ces projets et puis les mener convenablement, notamment étant donné l'urgence. Voilà. Non, je peux peut-être juste compléter. Oui. Si vous avez personne en face de vous, oui, c'est clair. Je vois dans beaucoup d'autres entreprises que je connais, donc qui ont des confrères comme moi, ça se passe bien, on avance. Mais effectivement, s'il n'y a personne, vous pourrez amener tous les modèles que vous voulez et il n'y aura personne pour s'en occuper. Et là, ça va être compliqué. C'est un petit peu le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait quelqu'un chez l'industriel, il faut qu'il y ait quelqu'un dans les collectivités ou une autre entreprise qui reçoit. Là, c'est vraiment, il faut être au moins deux pour avancer. Alors juste une seconde, comment ça s'est passé chez Ugitech? Parce que finalement vous avez dit, en 2007, j'ai commencé à travailler sur le sujet, etc. Vous vous êtes saisi du sujet par vous-même, ou est-ce que à un moment donné, la direction vous a dit, là il faut quand même qu'on commence à travailler sur tel et tel sujet, et donc tu seras la porte d'entrée? Moi, entre guillemets, j'ai mal commencé. J'ai commencé juste avant la crise, donc on m'avait dit budget illimité, et l'année d'après on a eu la crise, donc c'était terminé. Voilà, je suis passé de 1 million à 0. Néanmoins, on a quand même continué, on a avancé, on a été certifié ISO 50001 en 2015. On a, entre guillemets, suivi la tendance, mais on a toujours été force de proposition, et moi, la direction m'a toujours suivi. C'est peut-être un petit peu... ils m'ont jamais poussé, parce que de toute façon, sans budget, on ne peut pas avancer, et là, on était à une époque où on était sur nos biens propres. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une époque où, oui, une entreprise comme nous, c'est nos biens propres. On n'imaginait pas faire intervenir un tiers investisseur ou autre. Donc voilà, le début, il était un peu compliqué, un peu chaotique. Mais derrière, j'ai pas que cette responsabilité. Donc on a avancé, c'est ce que je dis toujours. Moi, c'était un peu un hobby, l'énergie, en plus de mes autres responsabilités au niveau de la maintenance. Donc aujourd'hui, ça va devenir mon centre d'intérêt principal. Donc là, on voit bien l'intérêt de notre direction d'aller dans cette voie et d'accélérer, ce que vous disiez tout à l'heure, notre arrivée, entre guillemets, dans la transition énergétique. Sandra, sur un autre modèle peut-être plus stratégique du coup? Pour répondre effectivement à la question de est-ce que parfois il y a certains interlocuteurs qui ne sont pas autour de la table, de notre point de vue, aujourd'hui, quand on voit les nouveaux modèles, sont quand même des modèles autour de l'éolien, offshore, autour de l'hydrogène, autour du capture du carbone, du biochar dont vous parliez. Ce sont des modèles qui sont en fait digitaux par nature. Et je pense que de plus en plus, les entreprises réfléchissent justement à intégrer le digital. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois, on est encore dans des approches où on va avoir l'IT d'un côté, le business de l'autre, ce qui est pour le coup, un frein dans le développement de ces solutions, alors que le digital doit être vraiment considéré comme un accélérateur pour ces nouvelles technologies. Et je pense que on voit de plus en plus en fait le lien où maintenant le digital est complètement intégré en fait dans le métier. Les discussions qu'on a, on parle avec les gens du métier qui vont être porteurs des projets, intégrant également les gens autour du digital. Le sujet de la data, de l'intelligence artificielle, des jumeaux numériques sont absolument clés. On parlait tout à l'heure de mise à l'échelle. Je pense que ça, c'est vraiment des points et des accélérateurs de mise à l'échelle. Donc, avoir les gens du métier, porteurs du projet, et les gens aussi du digital qui sont là et qui portent aussi le projet, je pense que cette co-responsabilité est une façon aussi d'accélérer.
Merci, donc ce sera le mot de la fin. Merci à tous, je pense qu'on peut remercier nos intervenants en les applaudissant. Merci à vous d'avoir été présents pour cette conférence. Et puis à très bientôt. Bon salut.